devient de plus en plus le parcours du combattant pour un drame identique. Nous avons peu de monde, mais vous êtes là, donc les meilleurs sont là, évidemment. Ce jeudi de l'environnement va clore la session qui suit l'année universitaire, vous le savez, donc 2012-2013. A priori, en 2013, en 2014, ça va continuer. Il y aura des changements un petit peu dans l'équipe. Je vous en parlerai peut-être la prochaine fois. Mais c'est justement cette prochaine fois est programmée pour le jeudi 10 octobre. Donc, un des sujets possibles, moi je vous le dis comme ça, c'est pas à confirmer, ce serait sur la géothermie. Enfin bon, donc une exploitation profonde, cette fois-ci avec une énergie renouvelable. Je ne dis pas que les fameux gaz de schiste, dont certains se souviennent peut-être ici, où on a fait beaucoup de monde et on a eu même de la contestation, parce qu'on était un des premiers à organiser un débat là-dessus. Bon, voilà. Donc, normalement, les jeudis de l'environnement se poursuivent. La programmation vous sera communiquée dès que possible, en tout cas dès le mois de septembre, dès le début septembre, je pense qu'on pourra diffuser le programme du premier trimestre. Bon, venons-en donc à la conférence de ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Carcenti, qui vient de Montpellier, qui vient d'un organisme qui s'appelle le CIRAD, donc qui s'occupe de recherche en liaison avec l'environnement et en particulier donc, la recherche agronomique pour le développement, avec, il vous dira peut-être un petit peu mieux que moi ce qui se fait dans cet organisme. Donc Alain Carcenti est économiste et donc il est maintenant un peu spécialisé dans ce problème des forêts, mais au niveau mondial, je pense qu'il va nous faire voyager un petit peu. Donc, je lui laisse la parole. Voilà, nous avons donc une quarantaine de minutes, 45 minutes, et puis ensuite, comme d'habitude, vos questions. Alors aujourd'hui, vous serez gâtés, on pourra prendre toutes les questions, je pense. Bon, je m'applaudis, je pense. Merci. Bonjour. Oui, alors merci de nous faire pour cette invitation. Je vais donc vous parler de forêt tropicale, d'un mécanisme que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ah, il n'est pas ouvert. On recommence. Est-ce que c'est bon? Oui, d'accord. Oui, donc un mécanisme. Alors là, j'ai fait tomber le capuchon de ce mètre. Donc un mécanisme qui s'appelle REDD+, dont je parlerai, qui est un mécanisme économique inventé par des économistes d'ailleurs, et enfin vous verrez toute à la fois la subtilité, peut-être la perversité, et puis disons les problèmes que pose ce qui a été présenté un peu comme une solution miracle. Et bon, ça n'existe pas, les solutions miracles, on le sait, mais c'est intéressant de faire un peu l'histoire de ce mécanisme et où on en est. Alors je vous parle des forêts tropicales pour deux raisons. D'abord, le CIRAD, organisme de recherche français public, travaille uniquement sur les questions de développement, donc on travaille uniquement sur les zones tropicales, dom-tom. Puis parce que la déforestation, c'est un problème essentiellement tropical. Vous avez une carte ici qui, bon, c'est pas très détaillé. Enfin, vous voyez les parties rouges. Vous allez les voir un petit peu au Brésil, en Amazonie, même si ça a beaucoup baissé, on en parlera. Vous allez voir ça en Asie du Sud-Est, à Sumatra, en Indonésie, en Papouasie, Bornéo. Vous allez voir un petit peu, vous en avez en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, un peu en Afrique centrale, mais pas énormément. Vous en avez assez peu, et vous en aurez un peu en Russie aussi, puisqu'il y a quelques fronts de déforestation en Russie. Alors on ne le voit pas très bien sur cette carte. Alors, d'abord, le problème, pourquoi les forêts tropicales, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions il y a à peu près une vingtaine d'années, c'était
un problème un peu émotionnel, mais c'était pas très élevé, c'était pas quelque chose d'assez très important dans l'agenda international. Ça l'est devenu parce que, on le savait déjà, mais avec les questions, le problème du réchauffement climatique, des changements climatiques, et le problème des émissions de gaz à effet de serre, on s'aperçoit que, bien évidemment, les forêts, ce qu'on appelle en anglais le land use change, le changement d'usage des terres, jouent un rôle tout à fait important la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc dans le réchauffement, dans les changements climatiques. Là, vous avez un peu un récapitulatif du cycle du carbone terrestre. Vous avez les émissions annuelles qui sont de l'ordre de 8,3 gigatonnes de carbone. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder la partie land use change et land sink. Land sink, c'est le puits de carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forêts, la végétation en général, les forêts en particulier, jouent un rôle tout à fait considérable dans le fait qu'elles réabsorbent une bonne partie des émissions de CO2 qui viennent des activités du fossile, notamment. Donc avec un intervalle de confiance, mais de l'ordre de 2,6 gigatonnes de carbone par an. Et la déforestation, c'est à peu près, ça émet environ 1 gigatonne, alors avec des marges d'erreur assez considérables, notamment sur la force du puits, vous voyez. Donc aujourd'hui, les forêts sont un élément, malgré la déforestation, les forêts du monde en général, sont un élément qui permet de stabiliser les concentrations de gaz carbonique de l'atmosphère. De manière plus précise, voilà à peu près ce qui se passe. Si vous voulez, ce sont à peu près les derniers résultats qui datent de 2012. En gros, 90% des émissions de gaz à effet de serre anthropiques annuelles viennent des sources fossiles, donc des transports, des cimenteries, de l'activité industrielle. 10% vient à peu près des changements d'usage des terres. Dans ces changements d'usage des terres, une bonne partie vient de la déforestation. Donc sur ce qui est émis, effectivement, au total, il y en a 46% à peu près, là aussi, qui va rester dans l'atmosphère et qui va contribuer à l'effet de serre. 28% va être réabsorbé dans les puits, notamment dans les forêts en croissance ou dans les forêts en reconstitution. Et à peu près 26%, alors les chiffres là aussi les estimations varient selon les sources, vont être réabsorbés dans les océans, et stockés de manière plus ou moins durable dans les océans. Là aussi, ce sont bien sûr des stockages temporaires, puisque une forêt, elle peut, un arbre, c'est un cycle de vie, puis à la fin de sa vie, ça va se décomposer, et puis ça va réémettre ce que ça a stocké. Puis il peut y avoir bien évidemment des incendies de forêt qui font que des plantations ou des forêts qui ont des rôles de puits de carbone importants peuvent effectivement brûler, disparaître. Donc tout ça fait que c'est quelque chose qui reste, cette absorption est importante, elle joue un rôle fondamental. Sans les forêts, on aurait des problèmes très très importants du point de vue du climat. Ça c'est pour l'absorption, mais il y a également tout le côté stock, tout ce que ça stocke, est-ce que ça continue à stocker? Si on balançait tout ça dans l'atmosphère, ça serait absolument catastrophique du point de vue des concentrations de gaz à effet de serre. Mais malgré tout, ça reste temporaire, c'est-à-dire que bien évidemment, comme on a l'habitude de dire, la meilleure tonne de carbone, quand même, c'est celle qui n'est pas émise. On peut toujours avoir des solutions temporaires en restockant, mais les solutions de restockage dans la forêt restent relativement fragiles et temporaires. Alors, je vous dis, vous avez vu 10%, 9%, ça va dépendre un petit peu des sources. Voilà le problème. Le problème, c'est qu'on a deux courbes qui ont bien évidemment deux aspects tout à fait différents. On continue à émettre de plus en plus et de manière accélérée. La crise économique de 2008-2009, vous voyez un petit peu ralenti, il y a une petite inflexion, un petit creux en fin de courbe, mais on voit très bien que cette courbe continue à augmenter dans la proportion des émissions de CO2 et que par contre vous avez ce qui est lié au land use change, ce qui est lié à la déforestation en grande partie. Il y a d'autres changements, à tendance depuis en gros avec
tragique vers les années 97-98, grands incendies de forêt, notamment en Asie du Sud-Est. Mais en gros, dans la courbe de tendance, on pourrait dire que ça a plutôt tendance à stagner et à baisser tendanciellement depuis à peu près le milieu des années 1990. Donc ça c'est une bonne nouvelle, mais alors c'est pour ça que le pourcentage, du coup en pourcentage, bien évidemment, ça baisse. C'est-à-dire qu'on estime que la déforestation, changement d'usage des terres, ça faisait plus d'un tiers dans les années 60. Dans les années 90, quand on a commencé à s'intéresser au problème, c'était encore autour de 18-20%. Et puis aujourd'hui, on pense qu'on est peut-être en dessous de 10%. Alors avec quelques marges d'erreur, mais donc vous voyez, ça reste un problème important, mais on voit bien où se situe le problème aujourd'hui. Bon. Alors, selon que l'on inclut les tourbières, disons, c'est-à-dire qui sont des gros réservoirs de